C'est le fameux article 2 dont on a beaucoup entendu parler. Maintenant, ça s'appelle l'article 8. Pourquoi il a changé de numéro? C'est toujours comme ça. C'est très perturbant d'ailleurs quand on bosse sur les lois. C'est que le projet de loi, il dit article 2, etc., etc. Il y a plein de choses dedans. Il fait 55 pages, hein, l'article en question, donc c'est pas rien. Mais après, quand il promulgue la loi, c'est-à-dire qu'elle est au journal officiel, il change la numérotation parce que on va prendre, je sais pas, on va prendre un exemple, parce qu'au cours des débats parlementaires, ils rajoutent des articles ou ils modifient les articles. Alors ils font deux bis, après deux ter, deux quater, deux je ne sais pas quoi, quinquies, etc., etc. Donc plutôt qu'avoir des articles de loi après qui s'appellent deux ter, deux machin, etc., ils font 2 et 3, ils le subdivisent, il n'y a plus de ter, quater. C'est pour ça qu'après, on nous change les articles. Et voilà, donc l'article 2 est devenu l'article 8. Donc, la présentation pour l'ensemble des parties que je vous présente, ça sera toujours la même. Il y a un slide introductif qui dit les différents points qui sont modifiés ou que je vais traiter. Je vous dirai après, parfois, je ne traite pas ceci parce que la loi, elle fait quand même 250 pages, hein, donc on pourrait tenir la journée là-dessus. Et ensuite, on examine la portée on examine les dispositions les unes après les autres. La plupart du temps, ce sont des tableaux en mettant le avant et le après, parce que sinon, on n'y comprend rien, parce que parfois, si on ne compare pas les choses, évidemment, on ne voit pas le changement, hein, et ça semble plus clair comme ça. Et après, la portée, est-ce que c'est plus simple, est-ce que c'est moins simple, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce qu'il faut faire en clair. Donc, c'est toujours la même organisation. Donc, ici, c'est l'architecture des règles relatives à la durée du travail. On prendra quelques exemples, mais comme je vous l'ai dit, il y a un peu plus de 50 pages sur cet article, donc on ne peut pas tout envisager. Ce qui a été sensiblement modifié, c'est ce qui concerne l'aménagement du temps de travail et les conventions de forfait jour. Vous en gérez des conventions de forfait jour? Non? Oui? Bon, ben, tant mieux. D'accord. Alors, la nouvelle architecture, vous avez bien compris, c'est donc sur la durée du travail et les congés. Il y a une parenthèse en trop, mais bon. Il y a d'abord des règles d'ordre public auxquelles on ne peut déroger, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui relève ensuite du champ de la négociation collective. Donc, si ce n'est pas dans l'ordre public, eh ben, on peut négocier dessus. Selon le cas, c'est un accord de branche et ou un accord d'entreprise. Et c'est là, ça c'est le point qui a cristallisé toutes les critiques des syndicats, la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche dans la plupart des domaines relatifs à la durée du travail. Donc, la plupart du temps, l'accord d'entreprise, maintenant, allez, sur 9 cas sur 10, l'accord d'entreprise va primer sur l'accord de branche. Et c'est ça qui change véritablement, et c'est ça qui a été critiqué par pas tous les syndicats. Par exemple, la CFDT trouve ça très bien, la CGT y est opposée. Enfin bon, je ne vais pas faire le répertoire de tous les syndicats, mais en gros, c'est CGT et FO qui sont opposés à ça. La CFDT était tout à fait favorable à cette loi. Et donc, c'est ce qu'on appelle le renversement de la hiérarchie des normes. Parce que, enfin moi, je me souviens, quand j'étais en fac de droit il y a un certain nombre d'années, on m'apprenait un principe de base qui était la pyramide. Hein, vous connaissez le coup de la pyramide, je vois. Je ne suis pas seule à avoir subi la pyramide. La pyramide, ça fait très longtemps qu'elle est devenue complètement... c'est plus du tout une pyramide. Hein, ça fait bien longtemps que c'est plus une pyramide. La pyramide, ça veut dire que c'était un juriste qui s'appelait un juriste autrichien. Vraiment, les rares trucs dont je me souviens de la fac, c'est ça. C'est en haut, il y a les traités internationaux. Donc, plus on est en haut de la pyramide, plus les normes sont importantes. Plus on descend dans la pyramide, plus il y en a. Mais les normes du dessous doivent respecter les normes du dessus. Donc, en haut, vous avez les traités internationaux. C'est la norme suprême en matière de droit du travail, ce qui est extrêmement important, de plus en plus. Le droit du travail, il ne se fait pas en France, il se fait à Bruxelles hein, quand même. Hein. C'est vraiment très très important, c'est là-bas que ça se passe. Quand vous regardez la jurisprudence de la Cour de cassation, quand on regarde ça, très souvent, par exemple, à toutes les jurisprudences qu'il y a eu sur les forfaits jours, en vous disant les forfaits jours, non, l'accord est annulé parce qu'il n'y a pas suffisamment le droit à repos des salariés n'est pas suffisamment consacré. C'est pourquoi? Parce que c'est une directive européenne. Donc, les congés payés, que la maladie génère des droits à congés, etc., ça ne vient pas de France, ça vient de Bruxelles aussi. Plein de choses, hein. C'est assez intéressant de voir ça. Donc, en haut, j'ai les traités. Ensuite, j'ai les lois
françaises, donc j'ai plus de lois françaises que de traités. Ensuite, j'ai les décrets, j'en ai encore un peu plus. Après, j'ai les accords de branche, donc les fameuses conventions collectives, les accords d'entreprise, et en dessous, le contrat de travail. D'accord? Donc le contrat de travail, ça serait bien, hein, je pourrais vous faire un dessin, mais bon, je pense que vous avez tous compris. Donc, on va dire qu'ici, j'ai la loi, ici, j'ai la convention collective, et ici, j'ai l'accord d'entreprise. Donc, ce qui veut dire que l'accord d'entreprise est en dessous de la convention collective, donc il doit être en principe plus favorable. Donc, le principe, c'est que c'est plus favorable. En dessous, j'ai le contrat de travail. Donc, le principe, et ça c'est toujours le cas, il doit être plus favorable que la convention collective, que l'accord d'entreprise. Si par exemple, c'est des questions que quand j'étais sur la Outline, ça remonte à quelques années déjà, quand on me posait la question, par accord, l'entreprise va mal. Donc, le salarié est d'accord pour renoncer à son 13e mois. Son 13e mois est dans le contrat de travail. Est-ce que je peux le faire? Je dis non, si le 13e mois est prévu par la convention collective, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même par accord des deux parties, c'est non. On ne peut pas renoncer à ça, même temporairement, même pendant un an, avec une clause de retour à meilleure fortune, ce n'est pas possible. Parce que le contrat de travail ne peut pas déroger dans un sens moins favorable aux salariés que la convention collective. Donc, c'est ici que se situe l'article 2. Convention collective, accord d'entreprise. Donc, tout le monde a dit « Ah oui, mais on renverse la hiérarchie des normes parce que maintenant, l'accord d'entreprise peut déroger à la convention collective. » Et moi, je réponds à ça, mais ça fait bien longtemps que l'accord d'entreprise peut déroger à la convention collective. Depuis une loi de 2004 et ensuite la loi de 2008, on peut déroger dans beaucoup de domaines. Si ce n'est que c'était d'une complexité, on va prendre l'exemple des heures sup tout à l'heure, vous verrez, c'était super compliqué. Parce qu'il fallait plein de conditions, etc. Ça dépendait de la date de conclusion de l'accord d'entreprise, de la date de conclusion de la convention collective. Donc à chaque fois, pour savoir si on pouvait déroger, on se faisait des nœuds dans la tête à regarder plein de choses. Maintenant, c'est plus simple. Donc l'accord d'entreprise peut déroger à la convention collective, mais avec un certain nombre de garanties. On en reparlera tout à l'heure. Donc, c'est le fameux, c'était le point qui a cristallisé l'ensemble des critiques. Et à la fin, donc, les règles supplétives. Donc, si j'ai rien dans l'accord de branche ou d'entreprise, j'ai les fameuses règles supplétives. Et là, on m'a repris tout le corps une grosse partie du Code du travail, les dispositions sur la durée du travail, avec une petite fantaisie, ils ont changé tous les numéros d'articles. Bon, ça c'est pas grave parce que personne connaît. Moi, je suis la première à ne pas connaître les numéros des articles du Code du travail, rassurez-vous. Ça s'applique quand, cela ? Aux accords collectifs conclus depuis le 10 août 2016. Ça, c'est important à prendre en considération. Parce que si vous avez un accord d'entreprise qui a été conclu, par exemple, il y a 1 an, il y a 2 ans, peu importe, qui dérogeait à l'accord de branche, qui est moins favorable que l'accord de branche, est-ce qu'il s'applique? Non. Ça n'a pas changé l'état du droit avant. La loi, elle n'agit toujours que pour le futur. On est bien d'accord. Donc, il faut que ce soit un accord d'entreprise. Si j'ai une convention collective actuellement qui dit le taux de majoration des heures sup, c'est 15%, par exemple. Bon, ou on va faire plus simple, on va dire 25%. La plupart, hein, ils ont mis la loi 25%. Je peux négocier à partir du 10 août en entreprise en disant c'est 10%. Mais attention, ce n'est pas si simple que ça, il faut quand même négocier un accord. Et comme vous allez voir que les règles de négociation des accords, elles se sont sacrément durcies, ce n'est pas si simple que ça que les salariés négocient ce genre d'accord. Moi, j'attends de voir. Il y a des possibilités qui sont ouvertes, mais avant que ça se mette en œuvre, loin de là, parce qu'il faut quand même un accord majoritaire. Et un accord majoritaire, ça veut dire 50% des salariés d'accord. Alors, si on prend... en fait, là, j'explique avant et après. C'est un peu ce que je vous ai expliqué comme ça. Donc, en principe, hiérarchie des normes, je vous l'ai dit. La norme inférieure respecte la norme supérieure. La dérogation, donc, la loi, depuis 2004, acceptait que l'accord de branche, déjà, déroge à la loi, même dans un sens moins favorable. C'était le cas des taux de majoration des heures sup et du contingent. Déjà, en 2004, on avait indiqué que la convention collective pouvait déroger à la loi. Donc vous voyez, déjà, on avait renversé la pyramide, hein, sur ce point-là, d'accord? Et ensuite, ils admettaient aussi que l'accord d'entreprise déroge à l'accord de branche dans un sens moins favorable. Et ça, c'était le cas dans la plupart des domaines, déjà.
mais une mise en œuvre très complexe comme je vous l'ai indiqué. Donc c'est après la loi travail, donc à compter du 10 août, c'est une réelle simplification des règles, puisque c'est simple, à chaque fois vous prenez par exemple ce qui concerne la durée légale, on vous dit, la loi fixe la règle d'ordre public, c'est 35 heures. Au-delà de 35 heures, ce sont des heures sup, et le taux minimum des heures sup, c'est 10%. Vous pouvez y déroger par accord d'entreprise et à défaut par accord de branche. Donc, la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, c'est l'accord d'entreprise, je répète, hein, mais je trouve que voilà, la meilleure pédagogie pour moi, c'est de répéter les choses, parce que comme ça, c'est comme ça que ça rentre. C'est quand même compliqué hein, comme truc. Comme loi. Donc l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche, même s'il est moins favorable, pour la plupart des dispositions sur la durée du travail et les congés. Mais il donne la possibilité à la branche de faire une clause de verrouillage. La branche pourra dire, sur ce point-là, on n'a pas le droit de déroger dans l'entreprise. Voilà, ça peut être le taux de majoration, ça peut être je ne sais quoi. Donc là-dessus, on donne quand même un pouvoir aux syndicats, puisque au niveau de la branche, les syndicats, sont les centrales syndicales que l'on connaît qui sont là, donc on peut très bien verrouiller au niveau de la branche. Sur certaines dispositions, il y a une primauté de l'accord de branche. Ça sera par exemple le cas du temps partiel pour le paiement, le taux de majoration des heures complémentaires. 10% et puis un tiers parfois. Ça, c'est qu'au niveau de la branche, on ne peut pas déroger à ça par accord d'entreprise. Les fameux 24 heures, la durée minimale du temps partiel, pareil, on ne peut pas déroger par entreprise. Donc ceci s'applique, donc c'était le tableau récapitulatif. Alors, je vous ai pris la plupart des dispositions sur lesquelles l'accord de branche prime sur l'accord, l'inverse, l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche. Rémunération des temps de pause et de restauration. Je pense, vous savez qu'il y a par exemple, les supermarchés, ils ont des temps de pause. Hein, c'est 3 minutes par heure de mémoire. Hein. C'est rémunéré, ce n'est pas du temps de travail effectif. Eh bien, ils disent que là-dessus, l'entreprise va primer sur la branche. Donc, on pourrait déroger à cela par accord d'entreprise. Contrepartie, temps d'habillage, déshabillage, temps de trajet. Quand dans des entreprises, il y a des des habillages, enfin, il y a des tenues particulières à avoir, soit c'est du temps de travail effectif payé comme tel, soit à certaines conditions, ce n'est pas du temps de travail, mais on doit donner une contrepartie. Avant, la règle, c'est que c'était la branche qui primait, maintenant c'est l'entreprise qui prime pour fixer la contrepartie. Temps de trajet, même topo. Le temps de trajet, c'est quand on a des trajets qui dépassent notre temps habituel de trajet domicile-lieu de travail. Ça n'est pas du temps de travail effectif, mais on doit donner des contreparties. Ces contreparties, avant c'était la branche, maintenant c'est l'entreprise. Bon, idem sur les astreintes, idem sur la durée quotidienne de travail. Là, il y a des assouplissements qui sont donnés, c'est-à-dire qu'on peut, à certaines conditions qui sont quand même assez souples, déroger à la durée maxi de 10 heures dans la limite de 12 heures, avec quand même une procédure à suivre, mais cette faculté est ouverte au niveau de l'entreprise, ce qui est pourquoi c'est pas mal quand il y a des travaux urgents ou autres. Évidemment, c'est très limité dans le temps, hein, ces dépassements. Idem pour dépasser la durée hebdo maximale, donc qui est 48 heures. Hein, la durée maximale hebdomadaire, c'est 48 heures sur une semaine. Ça reste la norme maximum. Et sinon, c'est 44 heures sur 12 semaines. Et bien là, on donne la possibilité de faire du 46 heures sur 12 semaines. Avant, c'était que au niveau de la branche. Maintenant, c'est aussi au niveau... L'entreprise va primer sur la branche. Donc c'est vrai que les grandes entreprises qui ont des délégués syndicaux, etc., peuvent mettre en œuvre ces assouplissements, parce que ce sont des assouplissements. Mais comme je dis toujours, il va falloir me trouver des syndicats, 50% en fait, hein, il faut qu'ils signent, ça doit être majoritaire. Ce n'est pas gagné non plus. Les heures sup, le taux de majoration, le contingent, le repos compensateur de remplacement, la contrepartie obligatoire en repos, c'était déjà, ça relevait de l'accord d'entreprise déjà à minima pour le contingent et le taux de majoration. Maintenant, c'est l'ensemble qui relève de l'entreprise prime sur la branche. L'aménagement du temps de travail dans la limite de l'année, ça on va en reparler plus précisément, le travail de nuit, le repos quotidien pour déroger à la durée de 11 heures. Donc, ce sont les domaines sur lesquels l'entreprise va primer sur la branche. Vous voyez que quand je fais l'inverse, la branche prime sur l'accord d'entreprise, le tableau est beaucoup plus petit. Instauration des régimes d'équivalence. Aménagement, ça c'est une nouveauté, on peut aménager le temps de travail
au-delà de l'année, tandis qu'avant c'était que sur l'année, dans la limite de 3 ans. Mais donc pour aller au-delà de l'année jusqu'à 3 ans, c'est par accord de branche. Travail à temps partiel, je vous en ai parlé tout à l'heure, la durée minimale, le taux de majoration et les fameux avenants de complément d'heure. Bon, c'est un peu abstrait, donc on va prendre l'exemple dont je vous ai déjà un petit peu parlé, le taux de majoration des heures sup. Avant, c'était quoi? Possibilité de déroger à la loi par accord de branche ou d'entreprise. Donc les deux étaient sur un pied d'égalité. On mettait branche ou entreprise. On ne mettait pas ou à défaut d'entreprise. C'est pas vous comprenez, ce n'est pas du tout la même portée. Avec un plancher de 10%. Et ensuite, la loi de 2004, c'est la loi du 4 mai 2004, celle qui a mis en œuvre le DIF. Cette loi, elle portait sur la formation, mais elle portait aussi, elle avait beaucoup d'autres dispositions, et notamment sur la durée du travail. Dans cette loi de 2004, ils ont dit que l'accord d'entreprise peut déroger dans un sens moins favorable à l'accord de branche si l'accord de branche ne l'interdit pas et si l'accord de branche et l'accord d'entreprise sont postérieurs à la loi du 4 mai. C'est pas très simple, hein. Quand vous regardez est-ce que je peux déroger ou est-ce que je ne peux pas déroger, quand vous êtes juste après le 4 mai 2004, vous savez très bien que du coup vous pouvez quasiment jamais déroger puisque tous les accords il faut que l'accord de branche soit postérieur au 4 mai 2004. Donc ça veut dire que si maintenant, plus de 10 ans après, vous vous dites est-ce que l'entreprise peut déroger à l'accord de branche sur le taux de majoration? Je vais regarder la date à laquelle a été conclu l'accord de branche. Il faudrait qu'il soit postérieur au 4 mai 2004. Est-ce que l'accord de branche n'interdit pas de déroger, etc. Ce n'est pas d'une grande simplicité pour le juriste. Donc après, c'est beaucoup plus simple. L'accord d'entreprise ou à défaut de branche fixe le taux de majoration avec un plancher de 10. Donc c'est l'accord d'entreprise qui prime puisque c'est d'entreprise ou à défaut de branche. Donc la règle est la suivante. Soit j'ai quelque chose dans l'accord d'entreprise conclu depuis le 10 août quand même, auquel cas je l'applique. S'il n'y a rien dans l'accord d'entreprise, j'applique l'accord de branche. Et si je n'ai ni l'un ni l'autre, j'applique la loi. Et la loi, c'est 25% puis 50%. Quand vous comparez les deux pavés, sincèrement, je pense que c'est plus simple. La lecture est beaucoup plus simple. Et donc, on se plaint toujours d'avoir un code du travail super complexe. Là, on a quand même simplifié les choses. Alors, l'aménagement du temps de travail, vous avez mis en place des modulations, des choses comme ça déjà? Non? Personne n'annualise la durée du travail? C'est bizarre pourtant parce que c'est souvent pratiqué parce que c'est pas simple à gérer, certes, mais en revanche, c'est assez optimum pour les entreprises qui ont des variations d'activité et quelle que soit la taille des entreprises en fait. Et au moment du passage aux 35 heures, il y a énormément d'entreprises qui en ont profité pour le mettre en place. Avec quand même, le problème, c'est que c'est pas simple. Non, personne n'a mis en place ça? Ok. Donc, si on n'aménage pas le temps de travail, ça veut dire que on applique la durée légale de 35 heures. Au-delà de 35, on fait des heures sup. Et donc, il y a des pratiques parfois dans les entreprises qui sont de dire « Ah là, on a travaillé un peu plus. Donc, plutôt que de payer des heures sup, un jour où vous avez besoin d'arriver plus tard ou je ne sais pas quoi, ou de ne pas venir parce qu'il y a les EDF où vous attendez une livraison, vous ne venez pas travailler. » Ça, c'est fait à la bonne franquette. Ce n'est pas tout à fait dans les règles de l'art que ça devrait se faire. On a le droit d'organiser ça, mais en disant les heures sup, allez vous travailler une semaine 39 heures au lieu de 35 heures. Quand je dis vous, ce n'est pas vous personnellement, c'est une expression. Donc ça fait 4 heures sup. Théoriquement, ces 4 heures sup, on peut les transformer en repos, mais à condition de les affecter chacune d'un coefficient de majoration, taux de majoration des heures sup, donc peut être 10% si l'accord le prévoit, mais sinon c'est 25%. Donc mes 4 heures sup deviennent 5 heures de repos, d'accord? Et il faut tenir un compteur, parce que le truc à la bonne franquette, le jour où il y a un contentieux, la bonne franquette, elle saute. Je pense que vous le savez bien, il n'y a plus rien qui tient. Si les choses ne sont pas formalisées, on est quand même assez ennuyé. Donc l'avantage de l'annualisation ou de la modulation du temps de travail, c'est que ça permet d'organiser justement ce type de variation d'activité. Il y a pas mal d'entreprises qui ont prenons un commerce de tout ce qu'on veut, même de fleurs, de cadeaux, il y a des moments de l'année où ils ont beaucoup plus d'activités. En novembre, il y a quand même moins d'activités qu'en décembre, c'est une lapalissade de dire ça. On pourrait dire qu'en décembre, on travaille 40 heures,
ou non, 39 heures, je vais rester sur plus 4, moins 4, et puis en novembre, je travaille 31 heures. Et du coup, si j'organise ça dans les règles de l'art, en décembre, je ne paye pas d'heures sup, et c'est compensé par le fait qu'en novembre, j'ai moins de boulot, et ben les gens viennent moins travailler. Et j'ai parfaitement le droit de faire ça. Donc énormément, la plupart des accords de branche ont prévu des dispositions sur la modulation du temps de travail. C'était dans la limite d'1 an maximum. 1 an, ce n'est pas forcément l'année civile, c'est 12 mois. Donc c'était au plus égal à 1 an, mais attention, la modulation ne se met en place que par accord de branche ou d'entreprise. D'accord ? Et à défaut d'accord collectif, de branche ou d'entreprise, l'employeur pouvait unilatéralement organiser le temps de travail sur une période d'au plus 4 semaines. Donc, vous pouvez très bien dire que sur les 4 semaines, sur une période de 4 semaines, on va travailler 39 heures, par exemple, et que ça va générer, sur l'année, ça va générer des jours RTT. En gros, il y a beaucoup d'entreprises qui sont passées à 35 heures comme ça, en disant on va toucher le minimum de choses, donc on va garder notre durée hebdomadaire de 39 heures et on va compenser ce surplus par des jours RTT qui, à la louche, sont au nombre de 11 dans ce schéma-là. Vous avez bien des entreprises qui font ça. Eh bien, finalement, vous voyez que ces entreprises, elles aménagent, elles modulent le temps de travail. Elles aménagent le temps de travail. Donc, en fait, vous avez tous des clients qui aménagent le temps de travail, mais sans vraiment le savoir. Et dans ces cas-là, les gens travaillent donc 39 heures ou 37 heures, ou je ne sais pas quoi, ça dépend. Hein. Très souvent, c'est 37, 11, parce que 39, ça fait le double, c'est beaucoup. C'est très, très dur à gérer, en fait, sur l'année, parce que ça... Voilà, c'est pas simple. Beaucoup d'entreprises qui ont fait ça, eh bien, elles ont essayé de changer leur mode d'organisation parce qu'elles n'arrivaient pas à gérer les 22 RTT plus les 30 jours de congé, etc. Et donc, donc il y avait ça qui était un truc un peu à la petite semaine, puisqu'on n'organisait que sur 4 semaines, ce qui n'était pas très souple. Qu'est-ce qui change maintenant? C'est que l'aménagement est possible par accord de branche sur une période qui peut aller jusqu'à 3 ans, ce qui est beaucoup plus souple. Alors, a priori, ça intéresse un certain nombre d'entreprises. C'est pour ça qu'ils sont allés jusqu'à 3 ans. Et la preuve en est que la métallurgie, je ne sais pas si vous savez, mais la métallurgie, ils sont toujours à la pointe de la négociation. Hein. Si vous avez des clients qui sont dans le domaine de la métallurgie, en plus, il y a un service qui est très bien qui s'appelle le GIM, hein, c'est pas mal pour avoir des réponses aux questions. Eh bien, ils sont déjà en train de négocier pour permettre un aménagement du temps de travail jusqu'à 3 ans. Mais ça ne peut se faire que dans le cadre d'un accord de branche. Pour rester dans la limite de l'année, on peut le faire que par accord d'entreprise. D'accord? Donc, aménager jusqu'à 1 an. Non, attendez, pardon. Excusez-moi, je reprends, c'est idiot ce que je viens de vous dire. Pour aller jusqu'à 3 ans, il faut impérativement un accord de branche. Si on veut faire moins de 3 ans, bon, 2 ans, un accord de branche aussi. Par accord d'entreprise, c'est 1 an maxi. Et dans ces cas-là, l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche. On est d'accord? Je me suis mal exprimée, excusez-moi. Si je n'ai pas d'accord collectif, l'employeur peut unilatéralement organiser le temps de travail sur une période d'au plus 9 semaines s'il y a moins de 50 salariés, 4 semaines s'il y en a plus de 50. Dans la première version du projet de loi, c'était 9 semaines pour tout le monde. Par le jeu des amendements, etc., ils ont dit non, mais après tout, une entreprise de plus de 50 salariés, elle a tout ce qu'il faut pour négocier. Donc, on va donner la souplesse qu'au moins de 50 et on peut organiser le temps de travail unilatéralement sur une période de 9 semaines, ce qui est quand même un peu plus souple que sur une période de 4 semaines. Donc, premier élément de souplesse pour les petites entreprises, ce n'est pas énorme. Bon, ça permet, naturellement, il faut bâtir tout un planning, etc., mais on n'a pas besoin de négocier un accord pour mettre en place cet aménagement du temps de travail.